Well, welcome everybody to this session. Bienvenue tout le monde à cette séance sur le partenariat transpacifique. Je suis Andrew Jensen, conseiller à l'Institut Broadbent. Avant de vous présenter le panel, j'aimerais dire quelques mots au sujet de cette entente. Je voulais mentionner que dans les négociateurs du commerce, on dit que c'est l'équivalent de monter en bicyclette. Ils veulent dire qu'il est important de garder ce momentum pour aller de l'avant. Mais bien sûr, c'est une métaphore absurde quand on y pense, parce que les gens en bicyclette s'arrêtent régulièrement pour savoir d'où ils vont, savoir où ils vont et regarder la carte. Et c'est ce qu'on aimerait faire, c'est de jeter un peu de lumière sur la PTT. Ça a été signé par 12 pays, y compris le Canada, le Japon, les États-Unis. C'est en voie de ratification, ce qui veut dire que le gouvernement du Canada a décidé d'organiser des audiences sur la PTT. Ils l'ont adopté, mais ça doit être adopté par la Chambre des communes. Le gouvernement a dit qu'ils écoutent les Canadiens. Ils ne veulent pas autoriser automatiquement quelque chose signé par le gouvernement conservateur. Ça va être probablement adopté aux États-Unis. Alors, quels sont les éléments clés? Il y a le mécanisme de règlement des disputes entre les investisseurs et les gouvernements qui fait que les compagnies peuvent attaquer le gouvernement. La PTT rajoute aux dispositions là-dessus des traités de libre-échange. Il y a un prolongement également des brevets pour les médicaments. Il y a de nouvelles dispositions concernant le commerce de biens. Dans le Canada, il y a la réduction, le fait de rajouter le Japon. Et il y a la question du commerce avec la Chine. Il y a également toutes les questions des droits de la main-d'œuvre et de l'environnement. Alors voilà les 4 domaines que nous discuterons aujourd'hui. Nous avons Michael Geist à ma gauche, professeur à l'Université d'Ottawa. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit d'Internet. Il a été un grand critique du PTT, surtout au niveau des droits de propriété intellectuelle. Yannick Marcel est un chroniqueur au Journal de Montréal. Il est économiste. Il parle également d'affaires économiques et une colonne pour le Journal de Montréal. Pia Eberhardt nous rejoint de l'Allemagne. Elle est chercheur Corporate Europe Observatory. Ce groupe travaille pour s'objecter aux droits privilégiés des compagnies. Alors, Pia nous parlera de cette situation et je suppose qu'elle va présenter une perspective économique, à savoir si cette libéralisation a lieu au niveau international. Et finalement, mon ancien collègue au Congrès du travail, Angela McEwen, économiste qui travaille sur cette question du commerce. Merci beaucoup. Merci de cette invitation de venir vous parler. Plus tôt cette année, j'ai commencé ce que j'ai pensé être une série très courte sur mon site web qui s'appelait « Les problèmes du PTT ». L'idée était d'afficher sur une base quotidienne certains de ces enjeux, surtout reliés aux questions numériques, les droits d'auteur, protection de la vie privée. Et j'ai pensé que ça pourrait durer un mois, commencer au début de l'année et m'arrêter au moment de la signature de l'entente qui devait être au mois de février en Nouvelle-Zélande. En regardant l'entente, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de sujets de discussion. La série a duré
2 mois et demi, à peu près 45 000 mots. Et je crois que ça va être inclus dans un livre. Ce que j'ai appris dans ce processus, c'est que quand vous creusez un peu, vous trouvez tellement d'éléments à discuter. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du PTT, qui prônent le PTT, mais ne l'ont jamais lu. La plupart de ce qu'ils ont fait était de clamer l'idée du commerce. Mais quand vous regardez de près ce qu'il y a dans l'entente, vous devriez être très préoccupé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais commencer sur certains points. Et le prix d'entrée du Canada était significatif. Certains des changements que nous avons apportés sur nos droits d'auteur, les changements que nous avons apportés sur le pouvoir qu'ont nos agents frontaliers, agents des douanes, étaient exigés pour qu'on participe aux négociations. Il y avait de l'opposition des États-Unis à l'inclusion du Canada. Alors, on a apporté des changements à nos lois et règlements, même avant de commencer les négociations. Et ça fait partie du prix de la PTT. À l'intérieur de l'entente, il y a beaucoup de sujets de discussion. Les règles de propriété intellectuelle sur les questions de droits d'auteur. On doit prolonger les droits d'auteur. Avant, c'était la vie plus 50 ans. Maintenant, on propose de la vie plus 70 ans. C'était l'exclusion de Mickey Mouse. La Nouvelle-Zélande est arrivée à la conclusion que ça va coûter 55 millions par année pour une économie qui a le 9e de la taille du Canada. Du point de vue santé, cela inclut les exclusions qu'on avait acceptées pour l'entente avec l'Europe. Il y a également des règles sur un programme national d'assurance médicaments. Il y a des règlements sur les appareils médicaux. Alors ça touche les questions biologiques, les produits pharmaceutiques de la prochaine génération. Au fait, on ne sait pas quelle est la durée de protection optimale. Certaines études ont démontré qu'il n'y a pas suffisamment, qu'on n'a pas besoin de plus de protection, que ça prend tellement de temps à créer la version générique des produits biologiques qu'on a vraiment une protection suffisante. Les pays du PTT ont différents termes et différentes durées. Aux États-Unis, c'est 12 ans. Le gouvernement Obama aimerait réduire cela à 7 ans. Mais cela va nous menotter. Ici, on parle de 8 ans ou 5 ans plus 3 ans. Et cela veut dire que, en connaissant mieux l'évolution du marché, quand on aura vraiment quelque chose de clair, on ne pourra pas faire le choix parce que cela aura été imposé par le PTT. On parle également de criminaliser les secrets du commerce. Ce qui serait quelque chose d'incroyable. Au niveau des droits numériques, il y a toutes sortes de préoccupations soulevées. Et avant de passer à cela, j'aimerais noter les aspects culturels. Vous saurez que la question d'exception culturelle a toujours été un des éléments clés adoptés par le Canada dans les ententes commerciales. Dans cette entente, vous ne l'obtenez pas. Au fait, il y a une exception pour la culture, mais il y a des exceptions à l'exception à l'intérieur de ce processus culturel. Par exemple, ceux qui ont dit qu'on devrait considérer des moyens pour les systèmes tels que Netflix seraient exclus de considération. On ne pourrait pas inclure ces considération dans le PTT. Il y a également toute une autre série de questions des droits numériques du point de vue de la vie privée. Et quand nous parlons de la vie privée, certaines personnes ont suggéré que ceci en fait une nouvelle entente, quelque chose de positif pour plusieurs, parce que finalement on parle des questions d'Internet. Mais quand vous grattez un peu et vous regardez ce qui est dit, vous voyez qu'il y a des règles de protection de la vie privée qui sont très inférieures à ce que nous avons déjà au Canada. Il y a des restrictions sur des choses telles que le transfert des données, la localisation des données, des règles qu'étudient plusieurs pays maintenant quand ils pensent à se protéger de certaines activités de surveillance.
Alors j'espère que dans la discussion, on pourra détailler ces éléments et parler également de ce que nous ferons si nous décidons d'aller de l'avant. On ne peut pas simplement dire le Canada va le ratifier. Au fait, c'est à ce moment-là que les choses deviennent difficiles. Comme on l'a vu aux États-Unis, les États-Unis ont décidé de réserver pour eux-mêmes comment le Canada mettra en place cette entente si nous décidons de le faire. Merci. La motivation derrière les traités de libre-échange, derrière le concept même de libre-échange, tel que l'ont pensé les grands penseurs libéraux classiques du 18e et du 19e siècle, était de libérer la vie économique de l'arbitraire politique. Les traités de libre-échange comme celui dont on parle, le partenariat transpacifique, mais aussi l'accord économique global avec l'Europe, sont dits de deuxième génération, tout ce que Michael vient de raconter, de deuxième génération et qui vont à l'encontre, en fin de compte, de cette motivation de libérer la vie économique de l'arbitraire politique. Donc, c'est un retour à l'arbitraire politique. Et j'appelle pour preuve que ce partenariat n'a pas fait, ce traité, donc, n'a pas fait l'objet de discussions politiques au Canada comme ailleurs. Contrairement, celles et ceux qui y étaient, contrairement à l'élection de 1988, l'élection fédérale de 1988, où l'élection avait été déclenchée par Mulroney expressément sur cette question-là, sur le traité de libre-échange avec les États-Unis. Il y a eu une discussion politique sur la place publique. Au Québec, par exemple, on a eu un ministre de l'économie, des finances, pardon, Bernard Landry, qui allait devenir premier ministre par la suite, qui a publié un livre à ce moment-là pour défendre, expliquer l'accord de libre-échange. Dans le cas des accords de deuxième génération, cette discussion est à peu près absente de la place publique et donc de la vie politique. À preuve, au moment du déclenchement des élections l'année dernière, les élections fédérales, 75% des Canadiens n'avaient jamais entendu parler du partenariat transpacifique. Juste le mot. Les trois quarts des Canadiens ne savaient pas ce dont il s'agissait. Donc, ce qui me préoccupe, c'est d'une part cet aspect d'absence de débat politique et médiatique même, et d'autre part, c'est que ces traités de deuxième génération ne sont pas des traités de libre-échange. 90 à 95% des marchandises transigées par ces pays-là sont déjà exempts de toute limitation, de tout droit de douane, ou à tout le moins, leurs droits de douane sont très faibles, par des traités bilatéraux, par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Donc, ce ne sont pas des questions de libre-échange qui sont traitées là, mais comme Michael l'a dit clairement, ce sont des règlements, donc des décisions législatives et politiques qui sont mis sur la table. Ce sont des normes environnementales, intellectuelles, etc., que l'on saccage par ces traités-là, où on enlève le pouvoir souverain des États de réglementer, de légiférer, de normer la vie non seulement économique, mais intellectuelle, la recherche, ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des traités de libre-échange, et ce sont des traités donc éminemment politiques qui ne sont pas réglés de manière politique, qui ne sont pas conclus par un accord et par une délibération politique. Adam Smith, je parlais des grands penseurs classiques du libéralisme, Adam Smith qui était un promoteur, n'est-ce pas, de la liberté économique, mais un promoteur de la liberté économique contre, encore une fois, l'arbitraire politique, se méfiait d'entente, de libéralisation des échanges qui ne seraient que marchands. Il parlait d'une société de boutiquiers, une nation de marchands de laquelle il se méfiait grandement, car les nations auraient perdu à ses yeux, et je vous rappelle que c'est Adam Smith, le fondateur du libéralisme classique, à ses yeux, les nations auraient perdu tout contrôle sur le développement, bon, ce n'était pas dans ces mots-là, mais sur le développement technologique, économique, intellectuel, sur la culture, sur l'éducation, en ne se rabaissant qu'à un principe marchand. Et à mon sens, on peut faire parler les morts, évidemment, c'est facile, mais à mon sens, Adam Smith et les grands penseurs du libéralisme s'opposeraient à ces traités dits de deuxième génération. Donc, ce ne sont pas des traités commerciaux, ce ne sont pas des ententes de libre-échange sur les biens et les services, mais bien des ententes qui sont, au final, une abdication de la souveraineté politique. Voilà.
C'est tout. Oui, bonjour. J'ai jugé important de contribuer à ce débat en vous parlant de ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Parce que ce que nous vivons en Europe, ce qu'on a vécu depuis 3 ans en Europe, c'est en fait un mouvement sans précédent, un mouvement élargi contre plusieurs ententes commerciales et non pas contre le TPP ou le PTP, parce que l'Europe n'en fait pas partie, parce que l'accord économique et commercial global entre le Canada et les États-Unis et l'Union européenne, évidemment, par exemple, est contesté. Beaucoup de gens ont signé donc une pétition contre la ratification de ces 2 ententes avec le Canada en Europe et les États-Unis. Il y a des municipalités, une centaine de municipalités qui se disent maintenant libres de l'AECG et de l'entente avec les États-Unis. Je viens de Cologne, une ville d'1 million de résidents, et on a déclaré qu'on est libre de ces ententes, et cette résolution a été approuvée par tous les partis, y compris le Parti conservateur. On a des pays en Europe, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne, où il y a une coalition de partis unis contre le traité de libre-échange avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada. Cela vous montre l'ampleur de l'opposition contre ces ententes qui dépasse le mouvement écologique et qui maintenant entre dans la sphère conservatrice de la société. Et ça a à voir avec la nature de ces ententes. Comme on vient de le dire, ces ententes vont au cœur de beaucoup de choses qui sont chères à la classe moyenne. Par exemple, la protection des normes en ce qui concerne la sécurité des aliments. Et ça va au cœur de la démocratie et ça risque de compromettre le fonctionnement de notre démocratie, ce qui a peur les gens. Il y a beaucoup de craintes devant ces ententes de libre-échange. Mais je dirais qu'au cœur du débat, il y a la controverse concernant les clauses sur le règlement des différends entre les États investisseurs. Et je partage avec vous certaines des préoccupations parce que ça s'applique également à ce qui a été négocié dans le partenariat transpacifique. L'une des craintes, c'est qu'en vertu de ces clauses, les investisseurs étrangers ont beaucoup plus de privilèges et beaucoup plus de droits que les nationaux. Que ce soit vous, en tant que citoyen, ou les entreprises nationales, les syndicats, les travailleurs ou toute communauté. La deuxième crainte, c'est que les investisseurs ont utilisé ces dispositions et continueront de s'en servir pour protester contre tout ce qu'ils n'aiment pas, que ce soit une loi adoptée par le Parlement ou une décision de l'exécutif de protéger quoi que ce soit, ou même des décisions du tribunal. La deuxième crainte, c'est que les dispositions de l'ISDS peuvent servir à obtenir beaucoup de dédommagements, des fois des millions de dollars, de l'argent qu'on ne donnerait jamais autrement à ces sociétés en vertu de nos lois. Et l'autre crainte, c'est que ceci va refroidir l'ardeur des législateurs, parce que beaucoup de privilèges, ces privilèges peuvent permettre d'intimider les décideurs et les décourager d'appliquer certaines lois et des règlements dont on aurait besoin, par exemple, pour combattre le changement climatique. Et la deuxième crainte, c'est le caractère profondément antidémocratique de l'ISDS, parce que ça rend plus difficile la législation par les décideurs dans l'intérêt public. Et ça, c'est antidémocratique. Et le fait est que on change l'équilibre des forces dans la société en donnant ces pouvoirs à des sociétés étrangères. Parce que lorsqu'on va à l'étranger pour investir, eh bien, on n'est pas parmi les faibles. Donner à ces groupes d'investisseurs étrangers des pouvoirs supplémentaires, ça change le rapport de force en leur faveur. Voilà donc les craintes qui ont été exprimées, et non pas nécessairement par les mêmes
On a en Allemagne et en Europe l'association des juges qui se sont prononcés de façon très marquée contre les dispositions de l'ISDS dans ces deux ententes en disant que ce qu'on propose là, ce n'est pas un système indépendant et que ce n'est pas la façon qu'on règle les problèmes dans nos tribunaux. On ne peut pas donner des droits supplémentaires à un groupe dans la société comme moyen de régler des problèmes juridiques. Donc, tout cela pour partager avec vous ce qui se passe en Europe actuellement. Parce qu'on m'a demandé quelles leçons est-ce qu'on peut apporter aux gens au Canada. D'abord, vous avez beaucoup de leçons pour nous parce que le Canada est très développé et vous avez ces dispositions. Donc peut-être qu'on peut s'inspirer de vous. Mais les leçons que je tire du mouvement en Europe, c'est que ces ententes ne sont pas là pour le commerce. C'est en fait s'arroger des pouvoirs par les sociétés et les avocats commerciaux. Et ça a beaucoup à voir avec nos démocraties. Et il y a beaucoup de raisons de se défendre contre ces ententes. Et voici ce qui se passe en Europe. Et dans les mois à venir, il y aura un mouvement très fort. Et on espère que ça va empêcher la ratification de la ECG et rendre les prochaines négociations si compliquées qu'on n'ait jamais d'entente finale. Et j'espère qu'on peut continuer de compter sur votre soutien, sur le soutien du mouvement syndical canadien, par exemple, en coalition dans notre combat contre ces ententes supposément commerciales. Merci de votre attention. Over to you, Angela. Alors, à vous maintenant, Angela. Eh bien, tout le monde a déjà signalé le fait qu'on ne parle pas ici d'entente commerciale. Alors, pourquoi est-ce qu'on les conclut? Pourquoi est-ce qu'on entame ces négociations? Ces ententes sur le commerce et l'investissement sont vendues parce qu'on dit que ce sera bien pour les économies, qu'il y aura des gagnants et les perdants, mais qu'il y aura plus à gagner qu'à perdre. Et que les avantages seront partagés largement. Voilà ce que les promoteurs en disent. Et il y a des économistes qui vont se servir de modèles pour nous montrer que oui, c'est ce qui se passe. Mais nous savons que les modèles sont simplistes et qu'il y a des hypothèses par lesquelles il faut commencer pour présenter ces modèles. Et lorsqu'on décortique les suppositions de ces promoteurs, c'est très éloquent. Il y a 3 hypothèses de base qu'il faut accepter dont il faut se prévaloir pour évaluer ces ententes commerciales. La première hypothèse, c'est qu'on présume qu'il y a plein emploi, que les perdants, que dans les secteurs qui vont perdre, les travailleurs vont trouver des emplois dans les nouvelles industries et là, on présume qu'il n'y aura pas d'effet sur l'emploi. La deuxième supposition, c'est que la distribution du revenu dans l'économie est soit constante ou en croissance. Et la troisième supposition, c'est qu'il y a des équilibres commerciaux constants et que toute augmentation dans les exportations toute augmentation d'importation avec la Corée du Sud, par exemple, dans le domaine automobile, sera équilibrée ou contrebalancée par l'exportation de nos exportations telles que le canola et le bœuf. Donc, même en se basant sur ce modèle, pour analyser le partenariat transpacifique, on voit que les avantages sont très modestes. On projette que 10 ans après, le PIB du Canada sera 0,5% plus élevé que sans le partenariat. Mais nous savons que ce sont là des faussetés, parce qu'on a vu ce qui est arrivé après l'ALENA. Ça a vidé le secteur manufacturier au Canada et aux États-Unis. Les travailleurs à Oshawa et à Détroit étaient en concurrence avec les travailleurs mexicains. Et ces travailleurs mexicains ne bénéficiaient pas des mêmes droits ou ne gagnaient pas le même salaire que les travailleurs lazarolars au Canada. Ce que nous voyons donc, c'est l'affaiblissement du pouvoir de négociation pour les travailleurs, ce qui mène à la baisse des salaires et à des pertes d'emploi. Nous n'avons pas de baguette magique qui puisse transformer les travailleurs de l'automobile en programmeurs informatiques. Bon, les économistes se sont demandé qu'est-ce qui arriverait si on relâchait ces suppositions, si on présume que la distribution du revenu va changer.
Et si on présume que les importations et les exportations vont varier. Et un professeur a fait cela avec le partenariat transpacifique. Et lui et son groupe ont trouvé que pour certains pays du partenariat, il y aura une certaine augmentation du PIB. Mais que pour chaque travailleur dans des pays du partenariat, ils vont perdre parce que l'inégalité du revenu va accroître et les travailleurs vont perdre. Et cela appuie empiriquement ce que nous voyons dans les ententes commerciales. C'est conçu pour profiter aux entreprises et non pas aux travailleurs. Et en plus de cela, dans le partenariat transpacifique, on a un chapitre sur la mobilité internationale des travailleurs. Et ça arrive à toutes sortes d'ententes qu'on a conclues. Par exemple, les travailleurs du Vietnam peuvent venir au Canada et vice-versa. On a eu donc tout ce débat au Canada sur le programme des travailleurs étrangers temporaires et les conservateurs ont perdu ce débat parce qu'on dit, bon, si un travailleur est assez bon pour travailler au Canada, ils sont assez bons pour travailler ici en permanence. Que nous ne voulons pas que des sociétés au Canada comptent sur cette rotation de la main-d'œuvre plus vulnérable parce que si vous êtes ici temporairement, ça veut dire que vous n'avez pas accès aux mêmes protections que vous auriez si vous étiez ici en permanence. Donc, avec le PTP, le Canada renonce à son droit d'appliquer le test des moyens en disant, bon, on n'a plus besoin de pêcheurs ou de programmeurs. Et donc, si vous voulez venir au Canada et si vous voulez compter sur cette main-d'œuvre vulnérable et temporaire, il faut en faire la démonstration du besoin. Mais on a renoncé à cela. On a renoncé au droit de compter sur la publicité canadienne d'abord. On a renoncé au droit d'établir des limites à toute nouvelle industrie qui arrive au Canada. On peut donc s'attendre à plus d'arrangements du type RBC, banque RBC, où les travailleurs ici vont former leurs remplaçants à l'étranger qui vont venir travailler comme travailleurs temporaires. Merci. Alors, Michael, je suis perplexe devant l'origine même du partenariat transpacifique. Je soupçonne que, bon, vous êtes vous-même expert dans ces affaires et il y a ce lobby très puissant aux États-Unis qui voudrait, par exemple, protéger leurs inventions. Et vous avez parlé de cette dératification aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur la relation entre le Canada et les États-Unis? D'accord. Le PTP n'a pas commencé aux États-Unis. Ça a commencé par une petite entente avec la Nouvelle-Zélande et quelques pays du Pacifique. Et subitement, graduellement, on a voulu élargir cela aux États-Unis. Et puis, comme vous le savez, le Canada, le Mexique et le Japon sont arrivés un peu plus tard. Et je pense que vous avez raison de signaler l'alignement très étroit avec les négociateurs aux États-Unis et le secteur de la technologie et de la propriété intellectuelle. Ce qui est frappant dans ces négociations, c'est que le texte a été tenu au secret. Il y a eu quelques fuites à travers Wikileaks, mais en grande partie, le texte n'a pas été rendu disponible. Aux États-Unis, il y a des groupes actifs représentant les lobbies de l'industrie qui ont pu avoir accès au texte. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout en exigeant que tous les autres gardent tout cela secret, mais ils ont donné accès à leur compagnie au texte. Si vous prenez les gens qui ont critiqué ce partenariat dans notre pays, il y a des gens comme Jim Balsillie, le cofondateur de Research in Motion, qui est devenu BlackBerry, et Toby Lukey, le PDG de Shopify, ici même à Ottawa. Ce sont là parmi les grandes compagnies qui ont réussi en technologie depuis quelques décennies au Canada. Leur préoccupation majeure, ça a été le fait de ne pas être consultés. Ils ont en fait dit que cette entente est structurée manifestement pour avantager les entités américaines, souvent aux dépens des compagnies canadiennes. Et si vous regardez, par exemple, la situation économique, qu'est-ce que le Canada va en tirer d'après les études? Pas grand-chose, parce qu'on a déjà des ententes commerciales avec la moitié des pays du partenariat transpacifique.
Donc, les gains additionnels qu'on peut espérer sur le plan économique, c'est déjà très peu comparé au coût pour nous. Donc, juste un dernier point rapide. Lorsque vous parlez aux négociateurs canadiens, ils disent qu'ils aimeraient avoir un texte dans la loi canadienne qui diffère un peu du texte du partenariat transpacifique en disant que cela permet une certaine souplesse dans l'interprétation de l'entente. Mais le problème, comme je l'ai dit au début de mes remarques, c'est que les États-Unis soutiennent avoir le droit de certification, non seulement pour son application propre de l'entente, mais pour l'application de l'entente dans tous les autres pays. Donc, au fur et à mesure qu'un pays procède avec la mise en œuvre de l'entente, les États-Unis vont se permettre d'examiner l'application de l'entente dans tous les pays et solliciter des commentaires pour déterminer si les États-Unis croient, par exemple, que le Canada s'est conformé aux attentes des États-Unis en vertu du partenariat transpacifique. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, les États-Unis soutiennent qu'ils ne vont pas vous accorder la certification et l'entente ne sera pas en vigueur. Ils peuvent se permettre de faire cela parce que l'entente ne peut pas être entrée en vigueur à moins que les États-Unis n'en fassent partie. Et les États-Unis disent ne pas vouloir en faire partie, à moins de pouvoir certifier les autres pays et s'assurer que ces autres pays se conforment aux normes américaines. Dans l'entente entre les États-Unis et l'Australie, l'Australie a fait l'application de l'entente il y a 10 ans et les États-Unis ont dit non, on ne peut pas certifier cela, faites des changements. Donc, en fait, on vient d'accepter tous ces changements et on a même accepté que les États-Unis aient le pouvoir de décider si notre application de l'entente est à la hauteur. Yannick, on a un nouveau gouvernement fédéral qui a promis de renforcer la classe moyenne et qui souligne l'importance des emplois. On a beaucoup parlé dans le budget d'un programme d'innovation et d'emploi écologique, de création d'emplois dans la protection de l'environnement. Est-ce que vous voyez le partenariat transpacifique comme un obstacle à ces politiques économiques de création d'emplois et ainsi de suite? Il est clair, à mon avis, d'abord, le premier ministre a annoncé que le Canada ratifierait le traité, sans en dire beaucoup plus. Mais il est clair, comme ce que tout le monde a dit depuis tout à l'heure, que ce traité va mettre des bâtons dans les roues, comme on dit, de toute politique de développement économique, technologique, de protection de l'environnement, tout ce mix-là qu'on essaie de faire depuis des années. Et particulièrement, ça va frapper, à mon sens, dans ces secteurs-là, les moyennes entreprises à haute valeur technologique, qui sont partie prenante de ce développement technologique-là, qui sont une des forces du Canada, de l'économie canadienne. On a parlé des travailleurs, bien sûr, qui vont subir les impacts, les consommateurs également. Pierre a parlé de ce qu'on appelle en anglais les ISDS, ou en français les mécanismes de règlement des différends entre les investisseurs et les États qui sont au cœur de ces traités de deuxième génération, qui protègent uniquement les très grosses multinationales, comme tu l'as démontré parfaitement, mais qui fragilise la moyenne entreprise. La petite entreprise risque d'être moins impactée, ça risque d'avoir un impact moins grand sur la petite entreprise. Mais la moyenne entreprise, qui est fortement technologique et qui est fortement exportatrice, donc qui est le cœur de l'avenir économique du Canada et de d'autres pays signataires, ces entreprises-là, qui sont les locomotives des nouvelles politiques de développement économique que le gouvernement M. Trudeau veut mettre de l'avant, risquent d'être fortement pénalisés dans leur développement même et dans l'exportation de leurs marchandises. Et pour moi, c'est le meilleur allié. On parlait tout à l'heure de la reconstruction de la gauche avec Mme Taubira. Le meilleur allié de la gauche et des syndicats et des travailleurs, ce sont les moyennes entreprises technologiques, innovantes, qui pourraient faire front commun avec les syndicats, avec les mouvements sociaux, pour pouvoir empêcher la ratification telle quelle de ces traités-là et permettre le développement de ces nouvelles politiques économiques. Merci. Pierre, question for you.
Pierre, question pour vous. Je pense que c'est plus sur l'entente économique commerciale globale entre le Canada et l'Union européenne que sur le PTP. Il y a les États, le mécanisme de règlement des différends entre les États investisseurs et, d'après ce que je comprends, ça ne fait pas partie du commerce et de la libéralisation du commerce dans l'Union européenne. Parce que s'ils sont opposés à la déréglementation, j'imagine qu'ils vont pouvoir aller en cours pour, tenter des poursuites. Est-ce qu'il y a des dispositions dans l'entente entre le Canada et l'Union européenne sur le commerce et les investissements qui vous préoccupent? Ou bien est-ce que c'est juste le mécanisme ou les clauses concernant les États investisseurs? En d'autres termes, est-ce qu'on devrait appuyer ce genre d'entente? Est-ce qu'il y a quelque chose de fautif là-dedans? Donc, je ne voulais pas dire que l'ISDS ou les règles sur le règlement des différends, je ne voulais pas dire que ce soit le seul problème. Parce que en Europe, on est préoccupé par le chapitre sur les services. Est-ce que ça signifie pour les services publics qui ne sont pas adéquatement protégés? Ce serait très difficile, par exemple, si, par exemple, une ville avait décidé dans les années 90 de privatiser son eau et voudrait que ça redevienne public parce que les prix ont augmenté ou parce que les sociétés n'ont pas investi dans l'eau comme promis. Ce genre de revirement serait très difficile avec l'accord entre l'Union européenne et le Canada. On craint qu'il y ait des dispositions dans cet accord qui pourraient mener à l'importation de plus d'OGM en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits en Europe toujours libres des OGM. Et il y a le chapitre sur les services financiers qui empêcherait la réglementation plus stricte, par exemple, pour empêcher la prochaine crise économique et financière. Donc la liste est très longue. Oui, c'est important de clarifier cela. Je ne sais pas si on a parlé des changements récents sous le chapitre de l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur l'ISDS, parce qu'à cause de la controverse générée par l'ISDS, on est en train de rédiger ce chapitre maintenant dans des termes très juridiques, pour inspirer la confiance. Et donc, on a révisé ce chapitre-là de l'accord entre le Canada et l'Union européenne de cette façon. Ça mérite en soi une discussion qui pourrait durer des heures. Mais l'important, c'est de savoir s'il y a... L'important, c'est que même s'il y a des changements actuels, par exemple, les arbitres qui, aujourd'hui, dans plusieurs traités, peuvent être choisis par les partis concernés. Par exemple, si vous et moi, on se présentait devant la Cour constitutionnelle, on pourrait choisir 50% des juges. Mais ça a changé en vertu de l'accord économique, commercial et global. Mais la menace globale qu'on trouve dans le chapitre sur les investissements pour la démocratie et les contribuables n'a pas changé. Les investissements dans la santé, ce sera possible. Les milliards en dédommagement qu'on a vus, ce sera toujours possible. Les réclamations énormes seront toujours possibles. Les investisseurs pourront toujours contourner ces chapitres et menacer des gouvernements qui veulent réglementer. Donc, ces changements ne règlent pas le problème essentiel. Mais il est vrai que le langage de la Cour et puis les changements sont tels que certaines personnes sont maintenant mêlées, ceux qui s'y opposaient. Et il y en a qui trouvent que c'est quelque chose qu'on peut accepter maintenant, mais je trouve que ce serait une erreur. Angela.
J'imagine que les progressistes ont réclamé des dispositions pour protéger l'environnement et les travailleurs dans les ententes commerciales. Et on a beaucoup critiqué les à-côtés dans ces ententes. Et ce qu'on dit à propos du partenariat transpacifique, c'est que le droit des travailleurs est au cœur de l'entente et qu'on protège le droit des travailleurs et que les syndicats n'ont pas à s'inquiéter. C'est vrai. Cela a été dit dans le domaine de la main-d'œuvre et de l'environnement. Dans l'ALENA, on avait un accord supplémentaire qui était trop faible, qui n'était pas enforçable. Dans la plupart des traités du Canada, on a un aspect sur la main-d'œuvre, mais ça ne vous permet pas d'imposer des sanctions commerciales. Les États-Unis, depuis 2007, ont mis en place des chapitres sur les droits des travailleurs. Et on peut nous renseigner là-dessus. Et puis, ce chapitre du PTP est basé sur le modèle américain. Mais cette protection est limitée de deux façons. Premièrement, il se réfère à la déclaration de l'Organisation du travail sur les droits au travail, le milieu. Mais ça, c'est le préambule. C'est comme si on disait on va tous s'accorder sur le préambule, mais on ne va pas tous s'entendre sur les détails qui permettent le respect du préambule. Par exemple, les travailleurs ont le droit d'association, c'est dans l'entente. Mais la Convention qui définit ce que cela veut dire, que les travailleurs ont le droit de créer leurs propres organisations, qu'ils ont le droit de développer des lois et des statuts, qu'ils ont le droit de se réunir et de le faire libre de toute ingérence gouvernementale. Tout cela se trouve dans la Convention et pas dans le préambule. C'est pas inclus parce que seul le préambule est inclus. Alors, il sera difficile de s'adresser aux tribunaux si vous n'avez pas ces détails qui sont dans le texte. C'est limité de cette façon-là. C'est également limité du fait qu'on dit que toute loi doit se faire dans une action récurrente ou une inaction récurrente qui touche le commerce et l'investissement. Par exemple, si le salaire minimum est éliminé au Vietnam, on ne peut pas agir contre eux. Il faudrait prouver que cela a un impact sur le commerce entre le Canada et le Vietnam. Et il y a un cas qui est allé devant les tribunaux entre les États-Unis et au Guatemala. Au Guatemala, il y a des violations des règles du travail et les syndicats aux États-Unis et au Guatemala ont présenté cette cause en 2008. Ça a pris 7 ans avant qu'on entende la cause et on n'a rien fait pour protéger les travailleurs au Guatemala. Alors, même quand c'est applicable, ça devient tellement difficile de prouver quelque chose que c'est inefficace. Alors, même si c'était le meilleur chapitre sur la protection des travailleurs, ça serait inefficace. Et ce ne l'est pas. J'ai une dernière question. Et ça revient au PTP. Que va-t-il se passer au niveau politique? Il est étonnant de voir qu'en dépit du fait qu'il y a beaucoup d'objections au PTP aux États-Unis du côté des démocrates et des républicains, qu'en dépit de cette objection, on semble avancer vers l'adoption de ce traité. Alors, est-ce que du côté canadien, il y a la possibilité d'amender le PTP? Aux États-Unis, ils doivent voter là-dessus. Alors, ils doivent voter oui ou non, ils ne peuvent pas l'amender. Mais pour nous, c'est tout ou rien. Est-ce que la question va être décidée aux États-Unis? Je sais que j'ai posé plusieurs questions. Oui, plusieurs questions. Et il est facile de dire oui à tout ce que vous avez présenté. Les États-Unis ont le contrôle ici. Et le gouvernement canadien a dit qu'ils vont consulter.
Mais je crois qu'en fin de journée, on peut se demander si tout ne dépend pas des Américains. L'opposition qu'on a vue aux États-Unis donne l'impression qu'il est improbable qu'il va se passer quelque chose cette année. Mais pendant cette séance du canard boiteux au Congrès, il est douteux qu'il se passe quelque chose. Mais j'ai parlé à plusieurs personnes, même dans notre propre gouvernement ici, et les gens pensent que c'est une question pour 2017 et qu'en 2016, nous avons vraiment l'occasion de consulter, de se demander si c'est quelque chose qu'on devrait faire ou pas, et si on décide de le faire, comment corriger les lacunes. Très souvent, on nous dit que c'est tout ou rien. Mais il y a toute une longue histoire d'entente ou de lettres associées. On l'a vu dans l'ALENA, dans le cas de mécanismes de règlement des différends. Le gouvernement a dit qu'il n'allait pas revoir cela. Et le chapitre de mécanisme de règlement PTP est comme l'ancienne entente. Quand on dit que le PTP est le meilleur, comment vendre un chapitre PTP qui ne répond pas aux propres normes du gouvernement canadien pour ce que devrait être un mécanisme de règlement des différends? Mais à l'avenir, on a l'historique d'obtention de ces lettres, de ces ententes associées au traité, et les Américains semblent vouloir faire la même chose pour leurs préoccupations. Leurs préoccupations ne sont pas les mêmes que les nôtres. Du point de vue canadien, on peut dire que ce que les Américains veulent faire, c'est de nous rendre le PTP encore plus désavantageux. Mais s'il y a un consensus d'objection contre le PTP, si vous savez qu'il faut 6 pays qui représentent 85% du PIB pour que ça rentre en vigueur, il y a peut-être la possibilité de corriger certaines choses si on décide d'aller de l'avant. Mais moi, je ne vois pas pourquoi décider quoi que ce soit avant de savoir ce que feront les Américains. Et voilà pourquoi les Américains et le Japon ont le droit de veto, cette question de 85% du PIB. Yannick? Je pense que en fait, on ne peut même pas répondre à ces questions-là dans le sens où on ne sait tellement peu de choses sur les mécanismes, sur l'implantation concrète du traité, y compris de celui avec l'Europe, l'accord économique global, que on n'a pas de prise. On n'a pas de prise pour s'opposer, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, pour s'opposer à ce genre de traité-là. L'avenir est fort incertain, quant à moi, d'une possible opposition, que ce soit au Canada, ou peu importe d'où elle vienne, en fait. Any advice to us on that, I guess? Des conseils là-dessus? La question de dynamique politique, c'est une chose, mais pour revenir à ce qu'on pense de ces ententes, et je crois qu'il est devenu clair qu'il y a des lacunes et des erreurs partout. Je ne vois pas comment on peut corriger un tel traité, surtout quand nous pensons aux défis que nous avons dans nos sociétés. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des traités qui nous aident à combattre le changement climatique, qui nous aident à combattre l'inégalité sociale? Et ces accords, que ce soit le PTP, TETA ou CETA, sont insuffisants. Au fait, cela rendrait les solutions à ces problèmes illégaux et coûteux. Alors, je ne vois vraiment pas comment les améliorer. Pour moi, je me bats contre ça. Le seul moyen, c'est de stopper leur ratification, tout simplement. Last word to you, Angela, and then we'll... La dernière parole à vous, Angela, après quoi on prendra des questions de l'auditoire. J'aimerais appuyer ce que Pia a dit. Il y a tellement de problèmes dans ce traité et le traité avec l'Europe a également les mêmes lacunes sur les frais pour les coûts de santé, la protection de l'environnement, les droits des travailleurs,
la croissance de l'économie, la transition pour les travailleurs. Il y a toutes ces lacunes, tous ces problèmes. Alors, ce sont des traités. On a eu des débats politiques sur certains éléments de ces traités. Par exemple, sur le programme des employés temporaires étrangers, on a eu ces débats et la gauche a gagné ces débats. Mais maintenant, on va signer ces deux traités qui enchâssent la position du côté perdant. Alors, ils font cela derrière notre dos. C'est fondamentalement antidémocratique et c'est contraire à ce que nous voulons faire en tant que société. Merci. Alors, on a maintenant l'occasion de prendre les questions de l'auditoire. Il y a deux volontaires qui ont des micro-baladeurs. On a une question à l'arrière de la salle, je crois. Et on a 20 minutes. Alors, on a le temps de poser plusieurs questions. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Quelqu'un demande pourquoi voudrait-on être impliqué dans le PTP? Eh bien, je vais vous donner. Alors, la question était pourquoi voudrait-on être impliqué dans le PTP? De ceux qui l'appuient, ils disent qu'avec les chaînes d'approvisionnement mondiales, le besoin d'être à l'intérieur de la tente et pas à l'extérieur est important. Un autre argument, cela va ouvrir certains marchés qui ont des barrières tarifaires élevées, mais la seule économie importante, c'est le Japon. Du point de vue canadien, alors si on exclut les pays avec qui on a déjà des traités. Voilà les réponses que fournissent ceux qui prônent ce traité, mais quand on voit les lacunes et les problèmes causés par ce traité, je crois que cette réponse est insuffisante. Quelqu'un à l'avant? Je vois un monsieur là-bas. Bonjour. Je travaille avec un groupe qui a des millions de membres qui veut protéger le monde. Quelle est la prochaine étape, le meilleur moyen de bloquer l'adoption de ce traité? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur des 6 mois à venir? Eh bien, moi, je fais partie du comité directeur du Trade Justice Network. On organise pour travailler dans les audiences. À Vancouver, le 18 avril, il y aura des audiences, une consultation, et on va organiser des rencontres publiques, des discussions publiques en association avec cela. Alors, avec ces discussions avec le gouvernement, nous espérons d'avoir les mêmes discussions publiques. Et le Conseil du Canadien travaille pour effectuer un procès de ce traité, comme on l'a fait pour le traité sur l'investissement. Même si vous n'êtes pas à Vancouver, vous ne pouvez pas participer. Le comité directeur qui organise ces audiences a invité des personnes qui aimeraient comparaître devant le comité, mais également des personnes qui voulaient simplement fournir leurs commentaires à le faire. La date limite, c'est la fin avril. Alors, si vous allez au comité sur le commerce international, il y a une page qui permet aux gens de présenter leur point de vue. Mais le gouvernement a également une page, une adresse, et vous donne l'occasion de vous prononcer. Et je noterai qu'il est toujours utile de parler à votre député pour s'assurer qu'il soit au courant. Alors, non seulement pouvez vous prononcer vous-même, mais il faudra en parler à votre député. Et quand vous soumettez cela soit au comité ou au ministère, c'est public. Alors, si vous allez au site web de Open Media, ils ont un forum où vous pouvez soumettre ces points de vue au comité et ils rendront public votre soumission. Alors, vous avez également cette option. Il y a un monsieur ici au centre de la salle. Il y avait quelqu'un un peu plus loin en arrière.
Merci de votre présentation. J'aimerais que Pia nous parle un peu plus des discussions qu'ils ont eues en Europe sur ce tribunal de l'investissement en Europe. Il me semble que ça rend la situation encore pire parce que cela créerait un tribunal duquel il n'y aurait aucun recours. Alors cela prend le système existant et augmente les problèmes. Alors cela me semble très dangereux. Voilà un point. Un autre point, si les gens s'objectent au PTP, le gouvernement semble considérer que le traité avec l'Europe est déjà fait, mais je crois qu'on devrait s'objecter également avec ce traité avec l'Europe, parce qu'il y a les mêmes problèmes. Eh bien, sur la question de l'investissement, dans la position de l'Europe, il y a un élément que vous avez mentionné concernant l'avenir, et vous pouvez trouver cela dans le traité avec l'Europe. Dans le traité avec l'Europe, on parle de la possibilité de créer un tribunal international de l'investissement. Ça serait une institution permanente, ce qui voudrait dire que ça serait un tribunal pour les sociétés. Ils pourraient être les seuls à faire une demande et ça leur accorderait des droits bien supérieurs à ce qu'ils ont maintenant. Et vous avez raison, c'est là un point de vue très dangereux, beaucoup plus dangereux que le système d'arbitrage que nous avons maintenant en place. Ce que nous avons dans le traité avec l'Europe est différent. Ils disent que c'est un tribunal, mais ce n'est pas un tribunal et ce n'est pas permanent. Ce que fait le traité avec l'Europe, cela a été établi une liste de 15 personnes. Il ne faut pas penser que c'est un tribunal. C'est une liste de 15 personnes. Ces personnes seraient choisies par l'Europe et le Canada, et cela n'est pas très clair. On ne sait pas comment le choix se ferait. Et les arbitres qui vont décider proviendront uniquement de cette liste. Alors, cela n'est pas très différent de la situation actuelle. Moi, je pense à cela comme étant une liste d'arbitres. Et ce n'est pas vraiment permanent. Et je n'ai pas mentionné. Si vous voulez vous renseigner plus sur ces changements dans le traité avec l'Europe, lisez une publication que nous avons préparée avec une vingtaine d'ONG. Ça s'appelle The Zombie ISDS. Pour nous, c'est le Zombie ISDS. C'est en ligne, en français et en anglais. J'aimerais poser une question associée à cela. On parle de la politique en Europe. Alors, vous avez parlé des difficultés que vous avez avec ce chapitre d'investissement. En Europe, l'objection ne vient pas uniquement des social-démocrates. Alors, quelles sont les vraies possibilités qu'on bloque ce traité en faveur de la démocratie et quel est le résultat probable en Allemagne? Et si l'Allemagne est contre, est-ce que ça peut être adopté? Il y a des possibilités de bloquer ce traité, mais c'est limité. La prochaine étape, les gouvernements de l'Europe devront voter sur le traité probablement à l'automne. Il y a des préoccupations vis-à-vis de ce traité de la part des gouvernements, mais il est difficile pour les gouvernements vraiment de se battre contre ça, d'avoir un vote non. Comme vous savez, on est en pleine crise économique en Europe. Certains pays, tels que la Grèce, ont d'autres problèmes.
Alors, les possibilités d'avoir un vote de non dans le Conseil sont extrêmement limitées. La deuxième institution qui doit le ratifier, c'est le Parlement européen. Là, la situation est un peu différente. Mais c'était pour le Parlement européen que la Commission européenne a révisé le traité. L'ancien traité n'aurait pas été adopté au Parlement européen. Alors, maintenant, il y a toute cette publicité parlant d'une cour qui est préparée par les social-démocrates. Et puis, certaines personnes semblent trouver que ça serait acceptable. Alors, on pourrait avoir un vote de non dans le Parlement européen. Ça ne va pas se faire demain. Il y a également une autre possibilité de bloquer. Le traité européen devra probablement être approuvé par chacun des États membres de l'Europe dans leur propre pays. Cela veut dire que leurs parlements devront voter pour ou contre. Et là, ça serait intéressant, parce que là, un parlement dans un État, et même dans certains cas, un parlement régional pourrait voter contre et ainsi bloquer l'adoption de ce traité. On travaille très fort pour y arriver, mais vous avez un document de 1600 pages, ça a été négocié depuis des années. Ils ont beaucoup investi dans cela et il y a beaucoup d'intérêt en faveur de cette entente, comme c'est le cas au Canada en faveur du PTP. Alors, il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail pour bloquer cela. Ce n'est pas une lutte facile, mais on fera tout ce qu'on peut pour prévenir la ratification. Parce que si on ne défait pas ce traité, toute autre opposition à d'autres traités serait difficile à obtenir. Eh bien, c'est difficile à dire. Il y a une bonne résistance à ce traité en Europe, en Allemagne, mais il y a également beaucoup d'intérêt pour cela. Nos compagnies sont vraiment en faveur de ce traité. Alors, ce n'est pas toute l'Allemagne qui est contre. Alors, le débat sera très intéressant. Il y a d'autres pays tels que l'Autriche et les Pays-Bas, mais certains petits pays tels que la Slovénie critiquent beaucoup le traité européen. Non? Question en français? Having been involved in the NAR back a few years ago, France Ayant été impliqué dans des négociations il y a quelques années, helping us overturn that point. What's France? la France nous a aidés à cette époque pour bloquer ce traité. Quelle est la position de la France sur le traité européen? Eh bien, la position de la France, par cela je veux dire le gouvernement français. Le gouvernement français est largement en faveur du traité européen, surtout depuis les changements récents à ce chapitre sur l'investissement. Mais en France, on continue à avoir une résistance très forte, y compris de la part des juges et du comité judiciaire à l'Assemblée nationale. Alors, il sera très intéressant de voir la réaction de la France dans ce combat. J'ai vu quelqu'un derrière vous. Bon, je vais poser la question en français. Au fait, ce sera la dernière question. Alors, la question que j'ai simplement, c'est que beaucoup des arguments que vous avez donnés très bien ce matin contre l'accord de libre-échange, que ce soit TPP, que ce soit CETA, c'est les mêmes arguments qu'on fait au moins depuis 25 ans dans ce pays. Étant donné que, de ce que je sache, si on regarde les sondages du peuple canadien, c'est sûr que l'accord avec l'Europe est en grande majorité populaire avec les Canadiens.
Et même le TPP, je dois dire que je regardais un sondage justement maintenant, 46 des Canadiens le soutiennent, seulement 33 l'opposent, il y a 20 qui ne connaissent pas suffisamment pour vraiment avoir une opinion. Alors, il me semble qu'on fait ces arguments, comme je l'ai dit, pour 25 ans, on n'arrive pas à persuader la majorité des Canadiens sur ces questions de ces accords de libre-échange. Alors, que doit-on faire? La grande question, c'est que doit-on faire pour vraiment changer non seulement le terrain politique, mais aussi le terrain sur le plan populaire? Bien, comme Pierre l'a dit, le problème, c'est que c'est jamais sur le top de l'agenda politique. Premièrement, ça n'intéresse personne. C'est la chose la moins sexy au monde. C'est un document de 6000 pages que personne n'a lu ni n'a compris, à part 3-4 weirdos quelque part. Ma grand-mère disait, ne mange pas un aliment que tu as acheté quand tu ne connais pas les ingrédients sur la liste, quand tu ne connais pas le mot. Ne mange pas ça. C'est un peu la même chose avec les traités de libre-échange. Allez demander, comme Michael le disait tantôt, à chacun de vos députés, de vos élus, qu'est-ce qu'il comprend de ces 6000 pages-là? Est-ce qu'il est prêt à manger ces 6000 pages-là sans se poser de questions? Je pense que le meilleur terrain, je le disais tantôt, c'est une alliance entre la moyenne entreprise, les travailleurs, la société civile, mais le meilleur terrain de bataille, là, maintenant, au Canada, ce sont les élus, ce sont les députés à Ottawa. Ultimement, c'est eux et elles qui auraient le pouvoir de transformer, bloquer, bref, de faire quelque chose. Mais je suis persuadé que la statistique du sondage dont vous avez parlé s'applique aussi aux élus et qu'il y a une grande partie de ces élus qui répondraient « je ne le sais pas ». Et c'est ça le problème. Et contrairement à ce qu'on a vécu, comme je disais tantôt, avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis, l'ALENA, où il y avait davantage de discussions, où il y avait une véritable délibération politique, qu'on soit d'accord ou non avec le résultat final. Là, il n'y en a pas du tout, parce que personne ne comprend. Personne ne comprend, et je suis persuadé, je ne veux pas présumer de mes collègues, que personne ici n'a lu les 6000 pages du fameux traité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis endormi. Donc, étant donné la complexité de la chose, c'est l'équivalent de donner un chèque en blanc. C'est ce message-là simple qu'il faut faire passer, et d'abord et avant tout auprès de nos élus, d'après moi. Well, our time is up, so we'll wrap. Le temps est révolu. C'était un panel très informatif. J'aimerais remercier tous nos panélistes. J'allais dire merci beaucoup à Pia qui est venue si loin. Elle me dit qu'elle est au Canada pour être en vacances, alors j'espère que vous vous amuserez bien. Vous trouverez peut-être quelqu'un qui pourra vous offrir un sofa. Merci.